messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue doit sabrer 2 millions dans son budget, soit 1 million en 2013 et un autre million en 2014. Comment l'UQAT va composer avec ces coupures? Alors, pour nous en parler, je reçois le président du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, M. Denis Pinet. M. Pinet, bonsoir. Bonsoir. Merci, M. Pinet, d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil parce que l'UQAT, on en entend parler beaucoup. On sait peut-être pas trop son fonctionnement. Lorsque l'on apprend que l'UQAT a déjà 30 ans, oui. C'est quand même... On ne pensait pas que l'UQAT avait déjà ses 30 ans d'existence cette année. Moi, si je vous demandais, M. Pinet, de nous expliquer la place de l'université dans une région comme la nôtre, est-ce qu'elle a vraiment sa place? Oui, bien, en fait, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est un moteur au niveau social, économique et culturel. Ce que ça fait une université, en fait, c'est que ça répond à des besoins de formation. Ce qu'il faut penser, c'est que les gens, quand une université n'existe pas dans une région, la formation doit se donner à l'extérieur. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile pour les entreprises et les organismes du secteur de pouvoir avoir des gens sur place. On doit faire du recrutement à l'extérieur et vous comprendrez que le recrutement à l'extérieur, c'est très onéreux et c'est très difficile. C'est très difficile de faire venir des gens de l'extérieur chez nous. Donc, au niveau de la formation, là, c'est très important. Il y a aussi toute la question de la recherche. On a des mines, on a de l'agriculture, on a l'hydrogéologie, on a la foresterie et on fait de la recherche qui est adaptée aux besoins, qui est demandée aussi par ces entreprises-là pour les aider à trouver des solutions novatrices pour être plus en mesure de respecter l'environnement et aussi d'être plus productive. Puis, étant donné que nous, c'est nos moteurs économiques, on a vraiment la capacité de mettre à contribution des chercheurs dans ces domaines-là. Beaucoup de monde fréquente l'UQAT, monsieur? Oui, bien, en fait, nous, si on regarde là, au niveau à temps plein, on dirait à peu près 3000 personnes peuvent fréquenter l'université. On a beaucoup de personnes à temps partiel. 70% de la clientèle de l'UQAT est à temps partiel. Okay. Ce que ça veut dire aussi par rapport à ça, c'est que quand on a des gens à temps partiel, c'est des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas s'expatrier à l'extérieur pour étudier. Donc, à ce moment-là, l'université en région répond à ce besoin-là, qui fait en sorte que ces gens-là n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour étudier. Donc, ils peuvent concilier travail et vie personnelle. Puis il y a des gens que s'il n'y avait pas une université en région, ne pourraient pas... seraient obligés de partir à ce moment-là avec la famille, probablement, et s'en aller à l'extérieur, soit à Sherbrooke, il y a des Montréal, gens qui carrément n'entendraient pas d'études universitaires. Et voilà, exactement. Notre clientèle type, c'est 75% des femmes... il y a beaucoup qui sont monoparentales. 40% de ces gens-là sont monoparentales. Donc, à ce moment-là, pas juste des femmes, aussi des hommes. Qui fait que, ces gens-là ont besoin de travailler. Donc, s'ils veulent se perfectionner, avoir une formation universitaire d'appoint, effectivement, quand c'est offert dans la communauté, c'est plus facile. Exactement. Monsieur Pinet, suite aux événements du printemps dernier, suite aussi au sommet sur l'enseignement supérieur et suite également à la situation financière du Québec, du gouvernement du Québec, on veut rationaliser les universités au Québec. Quelles seraient les répercussions pour l'UQAT si on rationalise des universités et c'est ce qui s'en vient? Ouais. Ce qu'il faut rassurer les gens, c'est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue n'est pas menacée comme telle. On ne menace pas. Avant le sommet, il y avait toutes sortes de discussions, il y avait toutes sortes de rumeurs qui disaient que peut-être, on rationaliserait peut-être là, dans des régions, des universités, tout ça.
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue n'est pas menacée. Par contre, on a un modèle de développement unique, nous. On est présent dans tous les territoires, dans toutes les MRC de l'Abitibi. C'est ce modèle-là qu'on veut garder, le patrimoine académique aussi. Donc, ça serait un défi, ça sera un défi de garder tout ça intact avec des coupures de 2 millions, dans le fond, sur 2 ans. Donc, écoutez, est-ce que ça pourrait prendre la forme? Ça pourrait prendre la forme de retard dans l'embauche de professeurs, parce que présentement, on est en pénurie de professeurs. On pourrait retarder le départ de certains programmes. On pourrait aussi ne pas démarrer des programmes, des nouveaux. Puis on pourrait aussi, il y a des groupes particuliers, on parle des Autochtones, où il y a des secteurs, quelquefois, qui sont plus difficiles, qu'on pourrait des fois pas mettre les investissements ou les ressources là, pour être capable de... Parce que quand on parle, M. Pinet, dans les coupures de 2 millions, on dit que ces coupures-là ont été réalisées de façon paramétrique. Oui, paramétrique, c'est que le gouvernement a décidé, a pris le budget, a pris l'ensemble des coupures, puis a décidé, a regardé les budgets de toutes les universités et les a imposés en fonction des budgets de l'université, sans égard à ce que les universités avaient déjà fait pour par exemple, rationaliser certaines mesures. Parce que nous, ici, à l'UQAT, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été, nous, on dit ça, c'est une expression qu'on dit, on a été créé avec des fonds de tiroir. On a toujours eu le minimum, on a un budget minimal. Notre taux, il y a des rumeurs qui disent aussi que les universités sont mal gérées, qu'il y a beaucoup trop d'argent qui se véhicule au niveau de l'administration. Nous, l'administration chez nous l'encadrement représente 5 % alors que la moyenne des universités au Québec est de 8 %. On a beaucoup de personnes, nous, chez nous, qui portent plusieurs chapeaux, puis qu'on a une personne pour faire, par exemple, pour gérer un service. Donc, on ne peut pas aller en bas de... Ça prend toujours des équipes minimales de base. Donc, à ce moment-là, quand on coupe de façon paramétrique, ben, ce qu'on fait, c'est que sans égard à ce qu'on a déjà fait, ben, on est obligé quand même de réduire, mais réduire, il vient qu'à un moment donné, la pensée magique, c'est difficile. C'est ça, donc, on ne peut pas réduire sans affecter, par exemple, les services aux étudiants ou la façon dont on est déployé dans la collectivité. Donc, ça va être un défi énorme de garder l'accessibilité, la qualité Oui, justement, parce que comment vous allez gérer ces coupures-là pour affecter le moins possible les étudiants, l'administration? Comment vous allez gérer ça? Parce que c'est quand même 2 millions là, que vous devez c'est 5 % du budget. Voilà. C'est 5 % du budget. Parce qu'on parle de 55,7 millions, votre budget annuel? Bien, 55,7, là. Puis ça comprend les budgets de recherche. Un budget de recherche, on ne peut pas affecter ça sur l'opérationnalisation des activités de l'université. Ça va exclusivement à la recherche. Puis il y a encore un autre montant là-dedans qui va aussi pour les infrastructures, dont on ne peut pas affecter dans les opérations. Notre budget de fonctionnement il est 40 millions. Okay. Donc, le budget de fonctionnement, ça veut dire là, le budget d'enseignement, c'est 40 millions. Comment on va faire ça? Bien là, présentement, après le sommet aussi, il y a eu des discussions qui ont été faites où on pouvait étaler sur un certain nombre d'années les coupures budgétaires. Sauf que le problème, c'est que c'est sûr que ça ne nous donne pas d'argent pour investir parce que nous, on voulait aussi développer des programmes, on voulait renforcer aussi des services. Ce que vous ne pourrez pas faire. Ce qu'on ne pourra pas faire. Donc, à ce moment-là, on va être obligé de gérer, de prendre l'argent des sommes que le gouvernement va nous donner dans le réinvestissement qui est annoncé, dans le 1,7 milliard là, sur une période plus ou moins longue. On va être obligé d'en investir là. On n'aura pas plus d'argent à bout de ligne et même qu'on va être obligé de revoir certains services. Peut-être qu'il y a des programmes qu'on voulait partir, qu'on ne partira pas immédiatement, ou on va faire autrement. Le sommet sur l'enseignement supérieur, ça a donné quoi exactement? Est-ce
est-ce que ça l'a donné du positif? Est-ce que c'était essentiel de le faire ou c'était simplement pour calmer les ardeurs un peu d'un peu tout le monde dans l'enseignement? C'était comme un peu une promesse. Regarde, laissez-nous fonctionner, on va faire un sommet d'éducation supérieure, puis après ça, on va vous revenir après avec des comités ou je ne sais pas quoi. Parce que habituellement, un gouvernement s'en sort avec ça. OK, on va faire un comité de ci, un comité de ça, puis plus tard, on vous donnera les réponses. Donc là, on étire et on étire et on étire. Il s'en est sorti quoi de ce sommet-là? Ben, nous, ce qu'on espère, c'est que ça ne restera pas à l'état de discours parce qu'il y a quand même eu des choses positives qui ont sorti là-dedans. Bon, là, présentement, ce qu'on a, la confirmation, on nous dit qu'on n'aura pas deux types d'universités. Les universités des grandes régions, des grands centres, puis les universités des régions. On nous dit ça, on nous dit que les universités vont être importantes. La recherche qui se fait à notre niveau, dans notre région, est aussi importante que la recherche qui se fait ailleurs. Nous, ce qu'on espère, il y a un sous-financement au niveau des universités qui était déjà documenté avant les sommets, avant les coupures. Ce qu'on espère, à tout le moins, c'est que l'éducation va demeurer une priorité pour le gouvernement et qu'à ce niveau-là, dans les chantiers qui vont être mis en place, que ces choses-là vont transparaître. Nous, ce qu'on est content, c'est suite au discours, parce qu'il y a eu beaucoup de dénigrement par rapport à la gestion des universités, l'argent qui était mis trop en recherche, trop en ci, trop en ça. Puis il y a eu beaucoup de choses suite au sommet qui ont été quand même recampées, qui ont été qu'on a quand même senti là, plus que les gens, en tout cas, on sentait un plus grand support au niveau du gouvernement par rapport à ça. Donc, on espère que tout ça va se traduire, que ça ne restera pas à l'état de discours. OK, mais c'est sûr. Et on l'espère aussi. En terminant, M. Pinet, est-ce qu'il y a une menace de disparition de l'UQAT en région? Non, absolument pas. On veut rassurer les gens là-dessus. Il n'y a pas une menace de disparition. On tient au modèle unique de développement. C'est ça qui fait la force de l'UQAT et on tient aussi à son patrimoine académique. Donc, on peut rassurer les gens en disant que non, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ne disparaîtra pas. C'est sûr qu'on va tenter de contenir les coupures au niveau à des secteurs qui ne toucheront pas les services aux étudiants et le patrimoine académique. Ça va être un défi, évidemment. C'est un gros défi. C'est un gros défi. C'est un gros défi. Juste en terminant à peine 10 ou 15 secondes, est-ce que les coupures peuvent avoir des impacts sur le modèle de l'université en Abitibi-Témiscamingue? Pas sur le déploiement. On essaie de garder le modèle au niveau de toute de la formation. Nous, notre créneau, là, c'est que notre formation soit accessible près des communautés. On tient à garder ce modèle-là. C'est sûr qu'on va tout faire pour le garder. Monsieur Pinet, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis je crois que ça rassure la population aussi de l'Abitibi-Témiscamingue que cette université-là n'est pas en danger de fermeture. C'est sûr qu'il y aura des gros travaux à faire concernant ce fameux 2 millions de coupures d'ici les 2 prochaines années. Alors, on vous souhaite tout le succès possible, vous et les dirigeants, pour justement faire que ces coupures-là ne fassent pas trop mal. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Pinet. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que la Fondation Jack? Alors, pour nous en parler, je reçois de cette fondation M. Sébastien Bellil. M. Bellil, bonsoir. Bonsoir. M. Bellil, la dernière fois que je vous avais reçu, et c'est toujours un plaisir et un honneur que de vous recevoir, M. Bellil. Même chose pour moi. Et puis, vous étiez venu annoncer le fameux défi Speedo Sprint.
qui s'est passé à la SAR. C'était fin février, début mars. Ouais, 2 mars dernier. ouais. 2 mars dernier. Et puis, à la fin de cette émission-là, on disait que l'argent amassé s'en irait à la Fondation Jack. On avait très peu parlé de cette fondation-là. Alors, c'est pour ça que je tenais à vous réinviter parce que c'est important d'en parler. C'est une fondation qui a sa raison d'être également. Alors, moi, je vous demande, à brûle pour point comme ça, tout bonnement, qu'est-ce que la Fondation Jack? Ben, au départ, là, je pour faire un petit historique, peut-être pour comprendre ça sort d'où cette Oui, c'est ça, exactement. Ça vient de où et quand même? Ben, moi, je suis père de 2 enfants qui ont une maladie, la fibrose kystique. OK. Puis il y a quelques années, on a dû faire appel à l'aide de la communauté pour acheter un équipement pour faire de la physiothérapie. C'est comme une veste qui fait des clappings. OK. Au niveau pulmonaire pour détacher les sécrétions des poumons. Puis cette machine-là n'est pas couverte par les assurances au Canada. Ça coûte 12 000 $. Oh boy, OK. Donc, on s'était dit, bon, ben, moi, je m'étais dit, je vais me prendre un... Parce que c'est difficile. Moi, je suis toujours prêt à aider. Tu sais, c'est le fun d'aider les autres. Mais quand c'est pour soi-même, c'est pas évident. C'est pas évident, exactement. C'est pas facile de demander de l'aide, puis c'est pas facile aussi d'accepter l'aide des autres. Hein? Ça, c'est vrai, ce que vous dites là. Ouais. On est prêt toujours à... On est au front tout le temps pour aider les autres, mais quand ça nous les causes touche, sont bonnes, hein, on est toujours ça, prêt. on est peut-être un peu, on est gêné d'aller voir les gens et dire « Pourriez-vous m'aider? » Là, c'est le temps. C'est un peu le retour avec l'ascenseur à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, ça fait peut-être 4 ans de ça, là, on a fait un souper spaghetti, puis moi, je suis toujours ému puis touché par la générosité et la solidarité des gens d'Abitibi-Ouest. Hein. Ça, on le répète, puis moi, je suis très fier de vivre ici, puis les gens sont hyper généreux, puis avec notre activité, on a réussi à financer notre équipement. Puis il y a la ressource pour personnes handicapées aussi, Rémi Maillot, qui nous a donné un solide coup de main, tout ça. Donc, depuis ce temps-là, moi, j'avais comme le sentiment un peu de devoir à remettre ça à ma communauté. Tu sais, de payer au suivant. Là. Oui, parce que j'ai été très touché puis ému, puis je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire? Puis en même temps, je suis conscient que moi, je suis chanceux, j'ai un réseau de contacts. J'ai un travail qui fait que je rencontre plein de monde, puis bon, fait que ça a été relativement facile pour moi d'avoir de l'aide, tu sais. Pas de l'accepter, là, mais d'aller chercher de l'aide. Spontanément, les gens ils sont venus à moi en me disant qu'est-ce qu'on peut faire. Puis le monde me disait, on veut des billets. Là. Je disais, OK, moi, j'étais gêné de vendre des billets pour le souper spaghetti, mais le monde me disait, je veux des billets, Sébastien. Puis là, je disais, t'en veux combien? Moi, je pensais 2. Il me disait, donne-moi en 20, je vais en vendre. Tu sais, c'était fou, là, quand même. Oui, c'est exactement. Mais je me suis dit, depuis ce temps-là, il y a des gens qui n'ont peut-être pas la chance que j'ai. Tu sais, le réseau, les contacts, le travail, les amis. C'est pas donné à tout le monde non plus. Il y a des gens qui peuvent probablement vivre des situations beaucoup plus difficiles que nous autres. Nous autres, c'était pas une urgence là, prioritaire du jour au lendemain. Puis en même temps, on a cette chance-là d'avoir moi et ma conjointe, un réseau très, très solide. Fait que depuis ça, là, je me dis, les enfants qui sont dans une famille où il y a peut-être moins de parenté, moins d'amis, moins de réseaux autour, qu'est-ce qu'on peut faire comme collectivité? Les Africains ont un beau proverbe, ils disent « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui, ça me dit quelque chose. Moi, je me suis dit, en Abitibi-Ouest, on est du bon monde. On ne peut pas laisser un enfant quelque part là, qui est mal pris. Tu sais. Non, c'est vrai. Fait que cette idée-là me trottait dans la tête pendant quelques années, mais en même temps, je me disais, bon, là, moi, qu'est-ce que je peux faire? Puis, tu sais, comment je peux aider? Puis, redonner ce que vous avez eu. Puis, il y a eu des exemples aussi d'autres enfants, là, le petit Jacob là, qui a un diabète de type 1. Oui, j'ai reçu sa mère 2 fois ici en entrevue. Puis on a vu la générosité des gens. Puis même, certainement, parce que vous ouvrez une porte, je la connais très, très bien. Puis, même, elle a eu, à un certain moment donné, elle a eu un peu trop d'argent pour ce qu'elle devait faire pour son enfant et elle a pris le restant et elle l'a envoyé à une autre personne que je connais très, très bien à Québec, dont son enfant a le diabète de type 1. J'ai trouvé ça, moi, en tout cas, je n'avais des frissons. L'entraide, c'est quand même la SAR et Québec, là, mais c'est 2 personnes qui ont déjà été très près de moi. Alors, c'est pour ça que je les connais très, très, très bien. Puis il y a eu la petite Angéline aussi, là, de Palmara, il n'y a pas si longtemps aussi. Moi, je l'ai vécu, puis comme parent, c'est difficile, ça, de dire, bon, ben là, OK, il faut que je fasse une campagne. C'est pas facile de demander de l'aide, mais aussi quand tu es dans ton drame familial, ta situation difficile, de dire, bon, ben là, je vais organiser ça, je vais faire une levée de fonds, etc. Tu sais,
c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps d'organiser ça, tu sais. Fait qu'on a eu des exemples, ces exemples-là, c'est des beaux exemples de solidarité et de générosité. Mais on peut-tu faire en sorte qu'il y en a d'autres qui ont peut-être moins de réseau, moins de chance? Fait que l'idée, c'était ça, en fait. Puis l'année passée, on organisait une course des lutins avec les voisins. Oui, puis il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit « Comment ça coûte? » Puis moi, j'ai répondu spontanément « Ça coûte rien. On n'est pas obligé tout le temps de faire une activité qui coûte quelque chose. Là. On peut-tu faire une activité qui est accessible à... Familiale, etc. Familiale, qu'il n'y a pas personne qui va dire « Ben là, si je peux pas y aller... ça coûte tant, puis je n'ai pas le moyen, etc. » Fait que ma réponse a été ça. Puis la personne m'a dit « Pourquoi tu ne passes pas le chapeau pour une bonne cause? » Puis là, dans ma tête, ça a fait clic. Je me suis dit « OK, tu sais, mon idée qui me trotte derrière la tête, là, ben, c'est ça qu'on va faire. On organise déjà des activités. On va passer le chapeau. Les gens qui sont capables de donner, qui ont le goût de contribuer, ils vont donner quelque chose, puis on va le donner à une fondation. » Fait que ça a été ça mon déclic. Je suis allé rejoindre quelques amis, quelques personnes que je connais. Je leur ai demandé, ça vous tente-tu qu'on s'implique pour créer une petite fondation pour les enfants d'Abitibi-Ouest? Donc, on a formé à l'automne dernier un conseil d'administration. On est composé de 5 personnes. C'est pas juste moi, là. Moi, je suis un des membres du conseil d'administration, là. Puis j'aurais voulu qu'il soit ici avec moi aujourd'hui, mais malheureusement, il n'était pas disponible. J'ai un horaire plus souple peut-être qu'eux autres. Exactement, oui. Donc, depuis le mois d'octobre, là, on est en processus pour devenir un organisme de charité accrédité par Revenu Canada pour pouvoir remettre des reçus d'impôts. Pour faire d'impôts. C'est ça. Oui. Puis, on a un comité de financement qui travaille là-dessus. Puis, on a aussi un autre comité qui est en formation pour l'attribution. Qui on va aider, de quelle façon, comment on va aider aussi. C'est pas juste les enfants malades qu'on veut aider. C'est les enfants d'Abitibi-Ouest. OK. Donc, un enfant de 0 à 17 ans, il se passe une situation dans sa famille ou dans sa vie. Ça peut être la santé, mais ça peut être d'autres choses aussi. Oui, c'est sûr, exactement. Et vous le dites très bien, là, ce n'est pas obligé qu'un enfant soit malade pour lui aider. Il y a bien d'autres choses aussi qui entrent en ligne de compte là, à ce moment-là. C'est ça. Puis en même temps aussi, ce qu'on veut éviter, c'est de dédoubler. Hein? Parce qu'il y a déjà des fondations qui existent, des organismes communautaires qui font du super travail. Il y a aussi des programmes de l'Agence de santé ou d'autres organismes. Fait qu'on ne veut pas non plus dédoubler. Là, non. Mais des fois, là, on est en train de trouver les cracks. Là, il y a de voir des petits ce qui n'est pas cracks, couvert, là, autrement dit. Ce qui n'est pas couvert. Là, il y a des trous. Des fois, tu dis ça se peut pas. Ça n'a pas été pensé là, pour les gens d'Abitibi-Ouest. Ça a été pensé pour le monde de Montréal. Mais là, nous autres, on va faire quelque chose. On va agir là, concrètement avec soit un outil financier, parce qu'on est en train de ramasser des fonds. Par exemple, notre défi Speedo Sprint, là, on a ramassé 10 000 avec oui, ça. J'ai vu ça. On met ça dans une cagnotte de côté. Puis quand on va avoir un besoin financier, on va aller piger là-dedans. Mais ça peut être aussi, des fois, juste de sensibiliser un organisme, peut-être, à une situation particulière. D'accompagner des parents aussi, puis les envoyer vers les bonnes ressources. Parce que vous avez touché un point, M. Bellil, qui est fondamental. Quand vous parlez de bénévolat, quand vous parlez de générosité, chez nous, on va prendre l'Abitibi-Ouest, parce qu'ici, on est en Abitibi-Ouest. Bénévolat et générosité, c'est extraordinaire chez nous. Puis on peut aller plus loin aussi en joignant à ça l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, parce quand on parle du Téléthon, de la ressource. On va chercher plus d'un demi-million. C'est extraordinaire avec les bénévoles, etc. Fait qu'on est, nous autres, dans un coin de région, dans un coin du Québec où vraiment le bénévolat et générosité vont de pair. Oui. En Abitibi-Ouest, on le voit tout le temps, hein, quand il y a le relais pour la vie. Là. Ah oui, aussi. Moi, j'étais impliqué au départ à cet événement-là. Là, puis la première année, au prorata de la population, là, on a ramassé, on a eu un taux de participation incroyable. Oui, exactement. Quand il y a une cause, une levée de fonds ou n'importe quoi, les gens d'Abitibi-Ouest sont très solidaires. Je pense que c'est parce qu'on est une petite communauté. On connaît nos voisins, on connaît les gens de la famille dans d'autres villages. On est soudés serrés, comme on dit. Oui. Exactement. Puis il n'y a pas si longtemps, là, dans un village, quand la grange de quelqu'un passe au feu, là, les voisins se regroupaient, faisaient un bi. Ils disaient « OK, on va te rebâtir ta grange. » Fournir les matériaux, puis nous autres, la main-d'œuvre, on s'arrange avec. Ça, c'est une chose. Ça, pour moi, il me semble que c'est fort, ça. Il faut entretenir ça. On est en 2013, c'est moins vrai que mes voisins vont venir m'aider à rebâtir mon garage. Là. Mais ça a évolué, mais c'est encore vrai. C'est encore vrai. On s'entraide. Oui. C'est important, ça. M. Bellil,
qui est ou qui était Jack? Oui, en fait, c'est une question avec plusieurs réponses. Oui. Jack, c'était mon père. OK. Mon père s'appelait Jacques, puis moi, je l'ai affectueusement baptisé un jour Jack, puis ça a resté. Il est décédé il y a 4 ans maintenant. Donc, c'est sûr que... Puis mon père, c'était un monsieur généreux, puis impliqué aussi dans son quartier. Comme vous, sûrement. Oui, ben oui. Puis j'ai pris ça de lui, puis je suis très fier de ce qu'il a fait. Donc, c'est un petit clin d'œil à mon père. J'ai proposé ça un peu dans cette optique-là aussi. Puis, je pense souvent à lui quand je fais des choses comme ça. Il y a aussi... on est des bons Jack en Abitibi-Ouest. Hein, voilà. C'est ça que je pensais. Celle-là, probablement, oui. On est des bons Jack, on ne peut pas laisser un enfant dans le trouble. Non, ça, c'est vrai. Ouais. Puis, il y a quelqu'un qui m'a sorti aussi. La Fondation Jack, là, c'est juste au cas. Ah, hein? JAC, ben oui, ben oui. C'est un filet, là, tu sais. Oh, oui. Juste au cas, là. Ça veut dire que ça a plusieurs significations. On ne souhaite pas qu'aucun enfant ait du trouble, qu'il ait de la misère. C'est sûr. Mais si ça arrive, là, on a quelque chose de prêt pour ça. C'est ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne, parce qu'il reste très peu de temps, M. Bellil, sur le défi Speedo Sprint international qui a eu lieu le 2 mars dernier. Quelle belle folie! Et vous dites le mot, quelle belle folie! C'est vrai, parce que moi, quand je regarde les participants, il y en a eu beaucoup. Puis, tu sais, en plein, au début de mars, là, il faisait moins 22. Il faisait moins 22 degrés Celsius. On était bien contents parce qu'il y a des gens qui nous ont dit « Ah, c'est plate, il aurait pu faire plus 5. » Non, on voulait qu'il fasse froid. Au mois de mars, on peut s'attendre à du moins 20. Hein? Oui, puis l'idée, c'était de dire on veut affronter l'hiver. Oui. C'était pas de se déshabiller gratuitement. Là. Ça, de faire ça en plein mois de juillet, les gars, il n'y a absolument rien là. Non, c'est pas de challenge. Vous le faites le 2 mars, là. Pas tout à fait pareil. On s'est un peu inspiré d'une idée de Boston. Ils font ça à Boston dans le temps des fêtes. Mais eux autres, là-bas, il fait 5 degrés. Oui, c'est ça. Il fait 2 degrés les années qu'il fait bien froid. Bien froid, exactement. Nous autres, il a fait moins 22. Puis honnêtement, là, quand je dis belle folie, là, je pensais qu'on serait 7, peut-être. Quand Mario Tremblay m'a dit « Sébastien, on devrait faire une course en speedo. » Je dis « T'es fou, on va être 7. » Finalement, la folie, elle a contaminé d'autres personnes. On était 67. 67. Puis je suis certain que aussi, l'an prochain, c'est dans la visée de la Fondation Jack. Ah oui, c'est une belle activité. Oui, exactement. On n'a pas besoin de faire du porte-à-porte, puis de vendre du chocolat, puis des affaires qui sont pénibles. C'est ça. Puis ça, il y en a tellement aussi de ça que les gens se tannent un peu. Oui, puis on ne veut pas non plus déranger les autres organismes qui font du beau travail. Hein, c'est important pour nous aussi. Monsieur Bellil, merci infiniment. Félicitations à vous pour la Fondation Jack. Félicitations à tous ceux et celles qui participent de près ou de loin. C'est une cause pour les enfants et c'est excessivement et extrêmement spécial et important. Merci beaucoup et continuez votre beau travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une autre émission de Info 9. Au revoir.